Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de M l'Innovation, votre rendez-vous avec le meilleur des talents des startups qui font l'actualité à Marseille. Je reçois aujourd'hui un garçon rare par sa fraîcheur d'esprit, rare par son enthousiasme, rare aussi par son ambition. Cédric Atangana, bonjour. Bonjour. Alors d'abord une fiche d'identité, votre âge. J'ai 25 ans. Seulement. Lieu de naissance. Yaoundé au Cameroun. Ok, cursus. Je suis ingénieur en génie industriel et informatique à Polytech Marseille. Je fais en parallèle un MBA à Stanford University et un autre MBA à l'INSAED à Londres. Ce qu'on appelle une tête. Que faisaient vos parents ? Alors, mon père était enseignant, il était professeur d'EPS, d'éducation sportive, et ma mère hôtelière. D'accord. Votre start-up s'appelle Infinity Space. Et votre produit WeCashUp a été classé parmi les plus prometteuses fintech dans plusieurs régions du monde. D'abord en Europe, avec ce classement dans le top 100 de l'European Fintech Awards. Ouais. Vous êtes arrivé combien ? Alors, ils avaient sorti un groupe de 100. C'était pas classé par... 100 classements. 100, oui. Et le top 30 d'Exe Fintech. Exe Fintech, on était parmi les 10 premiers. Parmi les 10 premiers. Oui. C'est pas tout. En Afrique également, vous avez remporté l'InnoTribe Challenge, qui était organisé par la Swift. La Swift, c'est le premier fournisseur mondial de messagerie financière sécurisée. C'est bien ça ? Entre toutes les banques du monde. Ouais. Ok. Alors, vous n'avez pas de pouvoir 4 chemins pour présenter WeCashUp. Vous dites qu'il s'agit d'intelligence artificielle financière. Ouais. Ça permet aux consommateurs africains de payer avec son téléphone mobile, n'importe où, sur n'importe quel site de e-commerce, quel que soit le pays et quel que soit l'opérateur. Et vous dites aussi, incroyable, que c'est un projet à 1 milliard d'utilisateurs. Effectivement. Et tout ça est parti d'un simple voyage touristique. Vous nous racontez ? Alors, c'était en 2013. J'étais à Nairobi. J'étais allé à une conférence organisée par Google à l'époque. Après la conférence, je suis allé au petit marché du coin pour acheter des souvenirs pour des amis à Marseille. Et quand j'arrive au marché, ça s'appelle Masai Market, je voulais acheter des petits sacs à main faits à la main. Et j'avais des espèces, je voulais payer en espèces et la dame qui vendait me dit non, je ne prends pas d'espèces. Je dis, mais... C'était quoi, une artisane ? Oui, exactement. Ah. Je dis mais comment vous voulez que je vous paye ? Elle me dit par M-Pesa. Je dis mais c'est quoi M-Pesa ? Elle m'explique que c'est un système de paiement mobile qui est déployé là-bas, qui permet aux personnes non bancarisées de payer avec le téléphone, mais sans cash. Je lui ai demandé mais pourquoi ? Elle me dit généralement quand elle rentre du travail très tard le soir, parfois elle se faisait agresser avant et le fait de marcher avec de cash sur elle, c'était risqué. Et pourtant, lorsqu'on paye par mobile, c'est sécurisé dans le cloud. Après, je me dis, mais waouh! Même à Marseille, on va encore au distributeur retirer les billets pour faire certains achats. Mais là, tout est totalement dématérialisé. J'étais impressionné. Et quand je suis rentré ici à Marseille, j'ai étudié ce système-là avec mes collègues. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait qu'au Kenya. Et on a trouvé que c'était dommage. Voilà, on a travaillé à construire WeCashUp. Et finalement, ça fonctionne qu'au Kenya, alors que on est dans le troc. Ouais, c'est le fondement même de la société commerciale africaine. Ouais, exactement. Donc nous, on a travaillé à étendre ça sur plusieurs pays d'Afrique. Et après, on s'est rendu compte qu'en Amérique latine, c'est pareil, c'est les mêmes problématiques. Les personnes sont non bancarisées, n'ont pas de carte bancaire, ils ne peuvent pas payer sur Internet. Et en Asie du Sud, l'Inde, les Philippines, etc., en Europe de l'Est, l'Albanie, la Roumanie, on s'est dit, mais tiens, il y a une opportunité à saisir. Alors, comment ça marche ? Alors, WeCashUp, c'est une passerelle de paiement qui permet justement aux sites d'e-commerce d'accepter le paiement par mobile de ces zones-là. Généralement, lorsque je suis un e-commerçant basé à Marseille, lorsque je vais intégrer le paiement sur mon site, je vois ma banque qui me donne la passerelle de paiement par carte bancaire. Mais lorsqu'on s'adresse à des zones comme l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie, les gens n'ont pas de carte bancaire, donc voilà, on ne sait pas comment faire. Donc nous, on a construit une passerelle de paiement qui permet aux personnes là-bas de payer avec leur téléphone. Généralement, ces personnes-là ont un compte mobile chez l'opérateur télécom Orange. Bien sûr. Voilà. Et à ce compte-là est lié un pseudo-compte bancaire dont la personne se rend dans un point relais Orange, il dépose ses espèces. Et cet argent-là est crédité dans son compte Orange Money, comme on dit Orange Money.
Et cet argent-là, il peut l'utiliser pour faire des transferts locaux. Mais généralement, ces transferts-là restent uniquement dans le pays et la personne, disons au Cameroun, ne peut pas payer sur un site à Marseille. Donc, et nous, on a créé la liaison entre les systèmes. Alors, il n'y a pas une techno, voilà, il y en a trois pour le prix d'une. Voilà, il y en a aujourd'hui des solutions comme ça, il y en a 155 sur le continent. Ça fait que si je suis à Marseille, j'ai des clients au Sénégal, en Afrique du Sud, partout. Il faudra aller dans chacun des 54 pays, intégrer chacune des solutions, ce qui fait quand même beaucoup de boulot technique pour le e-commerçant. Mais je parlais là de votre technologie. Il n'y a pas une techno, mais il y en a trois. Voilà, aujourd'hui, pour rendre possible justement ces paiements-là de personnes non bancarisées, on utilise une intelligence artificielle qui traite en temps réel les conversions de devises, les langues, parce qu'il faut savoir, l'Afrique c'est 54 pays, ça fait aussi pratiquement plus de 40 langues différentes, donc il faut réussir à traiter tout ça. À côté de ça, on a intégré une technologie qui s'appelle la blockchain, qui est une technologie qui nous permet de sécuriser les transactions, connecter l'univers bancaire traditionnel de cet univers-là de personnes non bancarisées. Parce que lorsque quelqu'un paye avec le mobile là-bas, il faut réussir à transférer cet argent dans un compte bancaire ici ou ailleurs. Donc voilà. Et enfin, toute notre technologie est posée sur le cloud. Donc c'est l'association du cloud computing, de l'intelligence artificielle et de la blockchain qui rend justement possible les paiements via WeCashUp. Il y a 2 brevets en cours. Voilà, on a déposé un premier brevet déjà, ça fait bientôt 1 an. Il est déposé en cours d'internationalisation. Actuellement, on en dépose un autre qui sera saucissonné en 6 brevets, en 6 sous-brevets. Donc, voilà. Et tout ça développé à Polytech? Oui, alors on a démarré quand j'étais encore en 5e année à Polytech. Les 6 mois de stage de fin d'études, je les ai fait dans l'entreprise qu'on avait créée. Donc c'est là que tout a démarré et aujourd'hui ça fera 2 ans dans une semaine. Voilà. Alors on l'a dit, le marché c'est l'Afrique, mais pas seulement. Où sont les potentiels? Il y a les opérateurs mobiles. Alors, pas que. Alors, en amont, on intègre les solutions développées par les opérateurs de téléphonie, Orange, MTN, il y en a plusieurs. Et à côté de ça, il y a aussi des banques. Il y a des banques qui développent aussi des wallets, des porte-monnaies électroniques. On intègre les solutions des banques. À côté de ça, il y a des microfinances qui ont des solutions de proximité avec la population. Et actuellement, on est en train de développer un nouveau mode que je ne vais pas révéler aujourd'hui parce que le brevet est en cours de dépôt. Et en aval, on a les marchands. Donc, on a les sites marchands partout sur la planète qui ont des clients en Afrique et qui voudraient justement accepter le paiement. Leur transaction et pouvoir vendre tout simplement. Voilà. Faites-nous rêver un peu, c'est du glocal, mais alors du glocal à grosse échelle. Glocal, je rappelle, global, local, mais à énorme échelle, c'est un modèle qui va générer des millions. D'abord, quel est le business model vous rémunérez sur la transaction? Alors, notre business model, on a un double business model. En amont, comme j'ai dit, il y a des opérateurs, les banques, etc. On va dire les fournisseurs de porte-monnaie électronique qui s'intègrent à notre plateforme. Et en aval, on a les marchands. Donc, le marchand, lui, nous paye des frais fixes mensuels en fonction de son volume d'affaires. Donc, c'est vraiment des frais fixes par mois pour le support technique qu'on lui apporte au quotidien, pour l'utilisation de la plateforme, etc. Donc, c'est du récurrent. Voilà. Et en aval, les opérateurs et les banques encaissent les paiements, parce que nous, on n'est pas une institution financière dont on n'encaisse pas les fonds pour les tiers, mais c'est la banque qui est derrière l'opérateur télécom qui encaisse ces fonds-là. Cette banque-là prélève une commission qui varie de 3 à 5% et partage cette commission-là avec nous. Donc, ils nous reversent une partie de la commission. Ok. Vos premiers partenaires sont séduits. On va regarder tout de suite le témoignage de Olivier Matiba, qui est CEO de Kiro Games, et on se retrouve tout de suite après. Alors bonjour, je suis Madiba Olivier, le fondateur de Kiro Games. Nous sommes le premier studio de création de jeux vidéo d'Afrique centrale. On a réalisé notamment Orion, l'héritage des Coriodan qui a séduit le marché international et aujourd'hui est même en étude à Hollywood pour être converti en vidéo, en film. Alors, avec WeCashUp, je vais dire à Kiro, nous sommes aujourd'hui sur une très grosse lancée pour attaquer le marché des smartphones en Afrique et offrir à tous les Africains un ensemble de jeux, services qui vont stimuler et motiver tout le monde. Et avec WeCashUp, nous avons enfin la possibilité de monétiser tout ça sans avoir à gérer toute la bataille administrative et financière pour gérer les transferts et autres. Et comme j'ai dit, pour moi, plus
que l'innovation technologique, c'est l'équipe qui est derrière laquelle je crois le plus. Parce que vous savez, on est entrepreneur et des choses ne se passent pas toujours comme on veut, tout est dur. Mais quand vous avez une équipe avec des gars comme Cédric, avec tous les malades qui sont derrière, je peux le dire, vous pouvez vous dire non, avec ces gars, quels que soient les coups durs, les moments, ils seront là pour nous. Et ça, c'est pour ça qu'on veut travailler avec Wikash comme un gros partenaire sur la façon dont on va monétiser nos services et nos jeux en bâtissant cette économie digitale africaine ensemble. Alors l'équipe justement, une équipe de malades, dit Olivier Madiba, c'est d'abord une équipe très patchwork. Hein. Ouais, exactement. Alors on est une équipe d'à peu près 15 personnes aujourd'hui, nous rassemblons 10 nationalités différentes. Ouais. Et on a des backgrounds. J'ai noté du Zong, du Mouf Sasoki. Voilà. Justement, on a des gens qui viennent d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Et ça offre quoi? Ça offre en fait une dynamique particulière pour justement, une très grosse dynamique à la mesure où, généralement, on prend beaucoup de temps à prendre des décisions parce que chacun voit les choses très, très différemment. On confronte nos idées, nos différentes cultures, etc. Mais lorsqu'on réussit à s'entendre, c'est que l'idée, elle est mortelle. Voilà. Et voilà, ça c'est au niveau culturel. Et ensuite au niveau technique, on va dire compétences, on est très très complémentaires. Moi je suis ingénieur en informatique, j'ai ma cofondatrice Anicelle, qui elle est plus financière. Généralement on se présente comme FinTech. Elle, fin, moi, tech, et les autres qui sont autour de nous. On a des advisors en finance, en droit, etc. On forme une équipe vraiment très, très complète pour attaquer un marché international très compétitif. Justement, le marché, on en a parlé. On a fait du teasing sur les chiffres. Alors, les chiffres, quels sont-ils cette année? Chiffre d'affaires? Alors, on a démarré, ça fait 3 mois. On a lancé Wikash officiellement il y a 3 mois. Aujourd'hui, on a plus de 2500 marchands. On a traité déjà un peu plus d'1 million de transactions à ce jour et ça continue à grimper très vite. On avait estimé… Donc, chiffre d'affaires? Alors, le chiffre d'affaires, il arrive dans 3 mois parce que nos clients, nos premiers clients, on leur a donné 6 mois gratuits parce qu'on se disait, bon, allez, on sait qu'il y a encore des petites choses à ajuster, on préfère leur donner 6 mois. Mais votre prévisionnel? Notre prévisionnel, on est sur au moins 1 million d'euros cette année. D'accord. Et ensuite, l'année prochaine, on passe à 5. Ouais. Et en 2021, on atteint 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'après nos projections. 1 milliard d'utilisateurs, 2 milliards d'euros. Voilà. On peut parler de l'écosystème aussi qui vous a accompagné, l'incubateur Marseille Innovation, dont on peut saluer le travail pour solidifier finalement les premiers pas des startups. Polytech, on en a parlé. Et je souligne enfin qu'on va pouvoir investir dans Infinity Space, puisque vous procédez en ce moment même donc, à une levée de fonds, 300 000 euros, pour faire quoi? Alors aujourd'hui, voilà, le lancement s'est fait, on a fait une première levée de fonds déjà, on l'a bouclé celle-là, on avait fait 500 000 euros, on a réussi à les avoir. Actuellement, on prépare une plus grosse levée de fonds pour accélérer, parce que le produit là, il est lancé. Je n'ai pas encore un chiffre en tête en ce moment parce qu'on est en train de mettre à jour notre business plan pour attaquer vraiment le marché international, avoir des filiales dans plusieurs pays, recruter plus de 150 personnes ici à Marseille, donc on travaille dessus en ce moment. Mais on est sur une levée de fonds, c'est ouvert. Il faut vraiment investir. Cédric Ntagana, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de M l'innovation. Je laisse le dernier mot à Olivier Madiba et quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouveau talent. D'ici là, rencontrez, collaborez, inspirez-vous. Salut. Si vous êtes un entrepreneur en Afrique dans le digital aujourd'hui, moi je peux vous dire, prenez Wikash pour monétiser vos services digitaux, c'est le truc à avoir. Vraiment, je ne sais pas comment on le dit différemment, mais ça vous simplifie la vie à un niveau pas possible. Bonjour, M les médias, une émission du Club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud, une émission régulière sur M-Provence qui vous donne tous les mois l'actualité des médias de la région. Et aujourd'hui avec nous, bonjour, Michel Guéraud, le rédacteur en chef du mensuel Le Ravi.
Bonjour. Le Ravi. Donc, Le Ravi, c'est un journal que vous présentez comme un journal satirique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un journal satirique ? Un satirique qui marche sur deux jambes, c'est-à-dire c'est l'enquête et la satire. Le fil conducteur de cette histoire-là, la ligne éditoriale, c'est l'irrévérence. En gros, on a envie de faire vivre une presse pas pareille, une presse poil à gratter, mais qui finalement renoue avec les fondamentaux d'un métier qu'on adore, le journalisme, et qui enquête, qui passe par les fenêtres si les portes sont fermées, par exemple. D'accord, donc c'est un journal qui est dans la mouvance de Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné. Quelles sont les similitudes ou les différences avec ces journaux-là ? C'est vrai qu'on nous compare plutôt souvent au Canard enchaîné, ça nous fait plaisir, même si c'est un journal séculaire. Nous, on a simplement 15 ans d'histoire, mais c'est déjà pas rien. Peut-être parce qu'on est vraiment dédié à l'enquête et on cherche effectivement à faire sortir des informations qu'on ne peut pas lire ailleurs. Mais c'est vrai que le lien avec Charlie Hebdo, c'est qu'il y a du dessin de presse. De la première à la dernière page du Ravi, le choix, c'est uniquement du dessin de presse. Et aussi des formats un peu nouveaux comme le reportage dessiné. Donc Le Ravi, c'est un journal local distribué sur quelle zone géographique à peu près ? Alors même si la rédaction est basée à Marseille, la diffusion et l'objet, c'est la région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça veut dire que concrètement, on est chez les marchands de journaux des 6 départements de la région. On est même depuis un mois sur le couloir rhodanien. On va jusqu'à Paris, gare de Lyon. On peut nous trouver chez les diffuseurs de presse. Et après, classiquement, on a des abonnés un peu partout en France, ceux qui ont un attachement à la région, à Marseille et à la presse satirique. Le Ravi, j'imagine que c'est une connotation avec la crèche provençale. Exactement, il nous fallait un symbole et on a trouvé ce santon, on adore ce santon qui est, pour ceux qui l'ont oublié, peut-être, il a toujours les bras levés au ciel. C'est un petit peu l'idiot du village, mais on dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants, elle sort aussi parfois de la bouche des idiots. En tout cas, c'est une posture, c'est-à-dire c'est celui qui va peut-être mettre les pieds dans le plat et dire des choses que d'autres auront plus de mal à dire. Donc les pieds dans le plat, justement, vous avez des prédilections, vous avez des enquêtes sur des sujets précis, ou vous êtes un peu tous azimuts. Comment vous travaillez sur les investigations, puisque c'est ça que vous faites, vous avez des choix au départ ? Alors le fil conducteur, c'est on se passionne, on s'intéresse au fonctionnement de la vie démocratique locale, fonctionnement mais aussi dysfonctionnement. C'est vrai que comme les autres médias, on a tendance à parler plutôt des trains qui déraillent plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Mais c'est vrai que la vie locale, le débat public local, c'est le fil conducteur. Après, on est un journal généraliste, c'est-à-dire culture, sport, pourquoi pas, économie, sociale, société, tous les sujets en fait nous intéressent. Y compris la politique. Y compris la politique, c'est-à-dire qu'on ramène souvent quand même aux enjeux politiques, on parle des politiques culturelles, des politiques sociales, etc. D'accord. Alors j'ai le dernier exemplaire, là je devais le montrer, et voilà, je le montre maintenant. C'est celui qui est en kiosque en ce moment. Exactement. Il est mensuel depuis quelques années réellement. Oui. Je sais qu'au début c'était un mensuel qui sortait pas forcément. La première année, il y avait un peu de. Ça a été difficile. C'était un peu difficile. Lancement. C'est un journal qui est parti avec pas grand-chose au départ. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes installé dans le paysage avec quelques petits problèmes économiques, donc on va en parler puisque c'est quelque chose qui est pas secret. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a été en redressement judiciaire, on a déposé le bilan, c'était le même moment où la Marseillaise a déposé le bilan, Mars Actu aussi, et on a redressé, c'est-à-dire que cette année 2016 a été une année où on a levé les bras très haut, comme l'indique. Ouais. C'est le journal qui ne levait jamais les bras, le journal qui ne baisse porte bien son nom. Et on a été porté par une vraie envie de voir ce mensuel poursuivre son travail. C'est vrai que c'était aussi l'année dramatique, l'année Charlie. Donc il y a eu un intérêt très fort pour la presse satirique. Il y a eu de tout. Il y a eu des concerts de soutien au Doc des Suds. Il y a des IAM, les Chinese Man. Enfin, il y a eu un concert de soutien. Il y a eu beaucoup de mobilisations, 1000 abonnés qui sont venus vers nous et qui nous ont permis de sortir de cette phase difficile. Donc, alors, ça reste pas simple pour nous. On a toujours énormément besoin d'abonnés en particulier, mais le Ravi existe et c'est aujourd'hui une équipe de 6 personnes, c'est 5 journalistes avec une carte de presse, c'est une douzaine de dessinateurs, c'est une 30aine de personnes mobilisées sur chaque numéro. C'est une petite aventure. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut donner des chiffres. Vous en êtes au niveau diffusion, au niveau abonnés. Vous en êtes où ? C'est bien notre problématique, c'est-à-dire que la diffusion, c'est 5000 exemplaires, c'est pas assez. C'est 2000 exemplaires vendus, c'est pas assez.
Et donc c'est toujours une mobilisation pour dire aux gens, la presse libre, elle ne s'achète pas, elle se finance. Il faut accepter cette idée qui est un peu partie, c'est pas que pour nous, mais pour toute la presse. Les gens ont l'impression que c'est gratuit l'info maintenant. L'info, ça a un coût, on a besoin d'équipes de journalistes qui travaillent. Mais le RAVI existe aussi parce que c'est une association qui porte ce journal. Donc il y a encore aussi une part de bénévolat. Par exemple, la graphiste qui a fait le journal, elle a fait bénévolement. Elle est pro, mais elle a travaillé bénévolement. C'est beaucoup d'énergie comme ça. Et c'est aussi des projets. Pour nous, être journaliste, réinventer cette profession, la défendre, c'est aussi aller dans les écoles, par exemple. C'est aussi aller dans les quartiers, faire des projets de journalisme participatif. Qu'est-ce que vous faites alors vous faites de la pédagogie dans les écoles, on explique aux jeunes, on essaie de leur donner envie, parce qu'entre 15 et 25 ans, ils n'achètent plus les journaux, donc on leur dit, on leur explique l'intérêt, l'importance de la presse. On essaye aussi d'en faire des lecteurs, spectateurs, auditeurs moins passifs. Dans les quartiers, c'est un peu différent. On se pose pendant un trimestre et là, avec des gens qui ne sont pas professionnels, on les forme et on les aide à produire des suppléments qui sont publiés dans le journal. D'accord, des vrais suppléments qui sont écrits par les jeunes des quartiers. C'est ça, jeunes et moins jeunes. Là, dans les quartiers, c'est assez mélangé. D'accord. Et quel projet alors aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les mois qui viennent? Vous avez quoi en gestation? En ce moment, on a une actualité pour un journal d'enquête et de satire qui est très très riche. Évidemment, on sort de la présidentielle à peine. On se projette sur les législatives. On va suivre ça de très très près avec une décomposition, recomposition de la vie politique. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter, à enquêter, à décrire. Ça, c'est notre... Alors, je précise qu'au moment où on enregistre cette émission, le premier tour des présidentielles est déjà passé, mais le second tour n'est pas encore passé. Voilà, avec plein d'inconnus et plein d'enjeux. Donc ça, on va suivre de très mais ici, très près. Dans la région, les législatives vont être un moment fort, j'imagine, pour vous. Ça va être très très fort, surtout que les familles politiques sont brouillées. Donc on va assister à quelque chose d'assez complexe et d'intéressant, qui peut faire sourire aussi parfois. Nos destinataires ne vont pas chômer. Au-delà de ça, dans les mois qui viennent, d'autres projets? Au-delà de ça, c'est un projet aussi, ça je ne l'ai pas dit. Alors il y a le www.leravi.org aussi, c'est un site avec 40 000 visiteurs uniques par mois, donc il y a un décalage, là on essaye de faire venir les gens aussi vers l'abonnement. L'enjeu pour nous aussi, c'est de nous mettre en réseau. Et là, on est cofondateur d'une association qui s'appelle Médias Citoyens PACA et qui fédère d'autres journaux comme nous, qui sont des journaux indépendants, qui n'appartiennent pas à des grands groupes, ni à l'État, évidemment. Et il y a Mars Actu, par exemple, sur Marseille, qui fait partie de ce réseau. Et puis des titres plus confidentiels, par exemple des journaux de quartier, qui sont moins professionnalisés que nous. Et ce réseau-là essaye de faire masse, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, on est petit, c'est petit tirage, petite diffusion, mais en réalité, nos articles, nos contenus, nos images, nos sons circulent énormément. Sur les réseaux, sur la toile? Sur les réseaux, sur la toile. Il y a des échanges. Par exemple, tous les mois, on peut lire dans le RAVI une enquête de Mars Actu qui est publiée sur les deux supports. On travaille aussi avec des médias plus installés, mais indépendants. Par exemple, dans le dernier numéro de RAVI, vous pouvez lire une enquête dans le Var qui a été co-réalisée entre un journaliste de RAVI et une journaliste de Mediapart. Donc on travaille aussi à cette échelle-là et on se donne une diffusion nationale. Finalement, tout petit qu'on soit, nos contenus touchent énormément de monde et c'est ça un petit peu qu'on peut dire et qui peut étonner parfois. Aujourd'hui, là, dans ce début de 21e siècle, c'est plus facile qu'autrefois d'animer un média ambitieux, de qualité, avec des journalistes titulaires d'une carte de presse. Ce qui reste compliqué, finalement, c'est de trouver un modèle économique. Alors, on ne l'a pas complètement trouvé. Nous, on est dans cet univers de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que vous appelez la presse pas pareille. La presse pas pareille, voilà. Alors, il y a un réseau national aussi qui se structure. On va participer au cœur de la France à une rencontre nationale d'une coordination aussi de médias libres. Il y a du web, il y a de la radio, il y a de la presse écrite. Mais tout ce monde commence à se structurer. Une façon peut-être pour les journalistes de reprendre en main leur propre métier et de se réapproprier une pratique nouvelle, véritablement journalistique. La presse est en crise, c'est-à-dire qu'on le sait, ça tout le monde s'en est rendu compte, l'univers, le monde politique est en crise aussi. On a vu les deux partis de gouvernement viennent de se faire éliminer d'un second tour de la présidentielle, mais les grands médias aussi se portent assez mal, ont difficulté à se vendre. En soi, ça pose des problèmes, mais c'est aussi une chance de renouvellement, de réinvention, de peut-être retour à des fondamentaux professionnels, peut-être un peu oubliés. Nous, notre sentiment, c'est qu'il faut informer. On a plus que jamais besoin
d'équipes de journalistes qui travaillent avec rigueur. Et ça, c'est assez exaltant. Et donc, il y a vraiment un terreau, il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'inventions. Et nous, on est un petit peu au cœur de ce réseau. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'on fait pour vous aider? On achète le journal en kiosque, on s'abonne? Alors, si vous n'avez jamais lu le Ravi, je pense qu'il faut quand même le lire au moins une fois avant de s'abonner. Donc, achetez-le en kiosque. Ensuite, le message, clairement, mais ça, tous les diffuseurs de presse vous l'expliqueront, il faut s'abonner, parce qu'en kiosque, il y a des marges, on fait moins de marge, évidemment. Et puis, quelqu'un qui s'abonne à un journal comme le nôtre, ça veut dire qu'il devient coopérateur. Hein. C'est comme dans les AMAP, là, c'est ce réseau pour nourrir d'une meilleure façon. Donc, on aide des agriculteurs dans la proximité, hein, c'est les fameux paniers paysans. Mais finalement, la presse pas pareil, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est une feuille de chou qui a peut-être un peu plus de goût que d'autres feuilles de chou. Et la meilleure façon de la soutenir, c'est d'en devenir coopérateur, co-acteur, abonné. C'est-à-dire vous restez 1 an avec nous et vous nous aidez vraiment à développer ce journal et ses projets. Merci. Le prochain grand rendez-vous du Ravi? C'est toujours le Ravi, c'est toujours le premier vendredi de chaque mois, chez les marchands de journaux. Là, exceptionnellement, on a décalé d'1 semaine la sortie pour sortir après le second tour, donc dans la semaine qui va suivre le 9 mai. D'accord. Michel Guéraud, merci d'avoir été avec nous. Longue vie, bon vent au Ravi. Merci pour l'invitation. Et à très bientôt sur M Provence pour une nouvelle émission Aime les médias avec le Club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud. Merci à vous.